Voyons ce qu'a fait le leader de la Liga, le FC Barcelone, qui se déplaçait sur la pelouse de Benfica. Et le FC Barcelone qui se déplaçait sur la pelouse de l'Estadio da Luz à Lisbonne pour affronter Benfica, tombeur de l'AS Monaco en barrage de cette Ligue des Champions. On rappelle que le FC Barcelone de son côté a terminé deuxième de la phase régulière derrière Liverpool. Pedri était titulaire. Du côté de Benfica, il y a bien sûr le très expérimenté champion du monde argentin, Nicolas Otamendi. Début du match, vous avez vu le coup d'envoi, regardez bien le chrono. On joue depuis à peine 20 secondes de jeu et déjà la première frappe pour Benfica avec le jeune Sheldrup. Oui, bel arrêt de Szczesny au premier poteau. Ouais, on se rappelle que le match entre eux, le match de poule avait été très spectaculaire. Et qui s'était terminé sur le score assez spectaculaire de 5-4 en faveur du FC Barcelone. Des Catalans qui entrent dans leur match avec ce premier mouvement très intéressant des joueurs d'Hans-Dieter Flick avec cette double occasion et cette parade somptueuse Cédric de Troubine. Ouais, c'est incroyable, hein. D'habitude Lewandowski, ce genre de ballon, il est déjà en train de célébrer avant que le filet ne tremble. Pourtant, il a été très rapide, hein, le Polonais, pour se retourner, mais le gardien ukrainien veille au grain. Benfica qui part en attaque avec Pavlidis qui semble filer tout seul vers le but. Il est rattrapé irrégulièrement par Pau Cubarsí. On va voir sur les images du ralenti, Cédric, que le carton rouge sorti par l'arbitre est largement justifié. Oui, pourtant Cubarsí a dit à ses coéquipiers qu'il avait pris le ballon, mais il l'a pris après avoir fauché quand même l'attaquant grec du Benfica, donc expulsion un peu plus logique. Il pourra s'en rendre compte en regardant les images. Pau Cubarsí, 17 ans, qui laisse donc ses partenaires à 10. Conséquence, Dani Olmo, joueur offensif, est sorti par Hans-Dieter Flick, remplacé par Ronald Araujo, défenseur central. Le Barça qui doit se réorganiser. Il reste plus d'une mi-temps à jouer donc en infériorité numérique pour les Catalans. Benfica va essayer d'en profiter. On rappellera que Benfica avait également joué en supériorité numérique lors du match aller face à l'AS Monaco. Nouvelle occasion avec ses têtes d'Akturkoglu sortie par Szczesny. Szczesny qui va réaliser un grand match. Ouais, là il fait un superbe arrêt. Encore une fois sur la ligne, bien sur ses appuis pour sortir ce ballon. Benfica qui va continuer d'attaquer au retour des vestiaires avec une nouvelle fois Szczesny qui est mis en contribution cette fois-ci sur une reprise d'Orsnes. Ouais, et pourtant il n'était pas impérial, hein, depuis son retour dans les buts du côté du FC Barcelone. Szczesny là, il sauve les siens. Benfica qui est en échec offensivement, ballon perdu. Et la sanction, elle est terrible pour les Portugais avec l'ouverture du score de Rafinha contre le cours du jeu alors que le Barça subissait énormément d'occasions. Ouais, il est diabolique, hein. Voilà, une erreur de relance et de suite il est capable à 1 contre 3 parce qu'il a 1 contre 3 de venir marquer ce but. Alors il a la réussite de ceux qui osent parce que c'est contré au départ mais il cherche vraiment à la mettre au second poteau. Benfica va essayer d'égaliser dans les 20 dernières minutes de ce match. Plusieurs situations, mais pas de très grosses occasions pour les joueurs portugais. Il y a cette frappe d'Akturkoglu, une nouvelle fois captée par Szczesny, qui aura été l'un des hommes forts des Catalans ce soir. Benfica, donc, malgré sa supériorité numérique, n'a pas réussi à marquer face au FC Barcelone, qui a réussi à tenir jusqu'au bout et qui repart même de Lisbonne avec cette précieuse victoire sur le score d'1-0. Et on va écouter une réaction côté Barça. C'est Jules Koundé au micro de Xavier Giraudon. On a vraiment fait un match solide. On savait que de toute façon, à 10 contre 11, durant 70 minutes, il allait falloir faire comme ça parce que sinon on allait passer à côté et ça aurait été dommage parce que je pense qu'on a vraiment l'équipe pour passer ce tour. Donc c'était important de penser aussi au second match et de faire un match solide on repart avec un résultat positif. Donc c'est super. Ouais, résultat effectivement très positif dans ces circonstances avec cette exclusion assez précoce. Il faut dire que le gardien a vraiment assuré, vous l'avez souligné, le match de celui que les Polonais appellent Wojciech Szczesny. Et que nous on appelle Szczesny parce qu'on n'est pas polonais. Parce qu'on n'est pas polonais. Voilà. Szczesny, c'est vrai qu'il était un petit peu douteux sur ses prestations avec le Barça et là il sort le gros match. Il fallait un match référence aussi pour lui. Il a quand même des états de service assez incroyables. On le sort de sa retraite. Oui. Pour venir du côté du FC Barcelone où il y a des grandes ambitions et là il nous sort en remplacement de Ter Stegen, on le rappelle. Voilà, il nous sort un match XXL aussi et c'est vrai que gagner 1-0 à l'extérieur quand on est le FC Barcelone c'est quand même plutôt positif, surtout à l'infériorité numérique. Même si la marge est moins importante, on imagine mal le FC Barcelone passer au travers au match retour désormais. Ouais, surtout que quand on a vu sur la double confrontation contre Monaco et même en phase de poule cette équipe Benfica, qui a été quand même capable d'exploit quelquefois en phase de poule, elle a gagné contre l'Atlético en phase de ligue, hein, on le rappelle. Ouais, mais je la trouve quand même assez limitée. Donc effectivement, ce serait
une très grosse surprise. 8 arrêts ce soir sur l'ensemble du match pour le gardien du FC Barcelone, qui, on le rappelle d'ailleurs, était derrière Inaki Peña alors qu'il est arrivé, lorsqu'il est arrivé après la blessure de Ter Stegen. Il a pris la place de Peña dans le but au moment de la Supercoupe d'Espagne et depuis il n'a plus quitté la place de titulaire. Belle histoire et très bon résultat ramené du Portugal pour le Barça. Voilà pour ce résultat. On en reste avec le trio de tête de la Liga. Il y a le Barça et puis il y a bien sûr les deux équipes de Madrid qui s'opposaient hier soir à Bernabéu. C'est le Real qui recevait l'Atlético. Deux équipes voisines et très proches l'une de l'autre. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission foot. Aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant qui fait débat en Espagne et dans le monde du football. La Liga est-elle contre le Barça ? On va revenir sur cette polémique autour du calendrier et des décisions arbitrales qui suscitent beaucoup d'interrogations chez les supporters et les observateurs. Mais ce n'est pas tout. En deuxième partie d'émission, on parlera aussi d'un autre sujet très intéressant. Ansu Fati doit-il quitter le Barça dès cet été ? Un débat qui promet d'être animé. Pour discuter de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un passionné du ballon rond, analyste et fervent suiveur de la Liga, Jules Martinez. Jules, bienvenue. Salut, merci pour l'invitation, super sujet aujourd'hui parce que franchement on commence à se poser des questions sur l'impartialité de la Liga. Exactement, alors on va poser les bases. Le FC Barcelone va jouer son match en retard contre Osasuna le 27 mars, mais problème, plusieurs joueurs cadres comme Araujo et Rafinha seront absents car retenus en sélection nationale. Barcelone et Osasuna ont fait appel, mais la Liga a maintenu cette date. Jules, qu'est-ce que ça t'inspire ? Honnêtement, c'est incompréhensible. On sait que les clubs sont toujours en tension avec le calendrier international, mais là, la Liga a carrément ignoré les protestations. Normalement, quand deux clubs sont d'accord pour demander un report, ça devrait au moins être étudié avec plus de souplesse. C'est clair, et en plus, ce qui choque, c'est que Osasuna, qui joue juste après contre Bilbao, va voir son match reporté, mais pas celui contre le Barça. Exactement. On se demande vraiment pourquoi la Liga agit comme ça. Parce que ce n'est pas juste une question de calendrier, c'est une question d'équité sportive. Le Barça va jouer sans certains de ses meilleurs éléments, alors que d'autres clubs ont eu des reports dans le passé pour des raisons similaires. Justement, certains supporters du Real Madrid rétorquent que leur club aussi a subi des décisions dures, comme jouer un match avec moins de 72 heures de repos. Ils disent que Barcelone pleure pour rien. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Pour moi, ce n'est pas comparable. Avoir peu de repos entre deux matchs, c'est dur, mais ça fait partie du football moderne. Par contre, jouer sans plusieurs cadres, non pas à cause de blessures ou de suspensions, mais parce que la Liga impose une date absurde, c'est différent. On prive le Barça de ses joueurs alors que la Liga aurait pu faire autrement. C'est vrai que cette situation amène beaucoup de questions. On se souvient de cas où la Liga a semblé plus flexible, mais pas ici. À ton avis, là, il y a une réelle hostilité envers le Barça ? Je ne veux pas tomber dans le complotisme, mais c'est difficile de ne pas y voir une certaine rigueur qui ne s'applique pas à tout le monde. Rappelle-toi, la saison dernière, la Liga avait déjà mis des bâtons dans les roues aux clubs sur des histoires de fair play financier, alors que d'autres clubs passaient entre les mailles du filet. Tu veux dire que la Liga a une gestion variable de ses règles selon les clubs ? C'est ce que je pense. Et puis Javier Tebas, le président de la Liga, on sait qu'il n'est pas le plus grand fan du Barça. Il a souvent des déclarations qui montrent un certain parti pris, et ça joue. Justement, parlons de Tebas. Il a souvent été critique envers la gestion financière du club catalan. Est-ce que tu penses qu'il utilise son pouvoir pour mettre la pression sur le Barça ? C'est possible. Il veut que la Liga reste forte et compétitive, mais en même temps, il a des prises de position très marquées contre certains clubs. Quand on voit que le Real a parfois été épargné par des décisions similaires, ça pose question. C'est un vrai débat. D'ailleurs, au niveau sportif, qu'est-ce que cette situation change pour Barcelone ? C'est un casse-tête. Xavi est parti et Flick doit déjà gérer un groupe en transition. En plus, avec un calendrier très dense, perdre des joueurs pour un match crucial, ça peut avoir un impact sur la lutte pour le titre. En effet, car le Barça enchaîne Osasuna, Girona et l'Atlético en 6 jours. C'est un calendrier infernal. Complètement. Jouer 3 matchs d'une telle intensité en si peu de temps, ça fatigue les organismes et augmente le risque de blessure. Si le Barça laisse trop de points en route, ça peut coûter cher. Pour conclure, Jules, est-ce que la Liga est contre le Barça, oui ou non ? Je ne dirais pas que c'est un complot organisé, mais il y a clairement un traitement inégal. Que ce soit volontaire ou non, le Barça est désavantagé et c'est difficile de ne pas y voir une certaine injustice. Un grand merci Jules pour ton analyse. Et vous, qu'en pensez-vous ? La Liga met-elle des bâtons dans les roues au FC Barcelone ? Dites-le nous en commentaire.
Maintenant, on va passer à un autre sujet qui fait beaucoup parler ces dernières semaines. Ansu Fati doit-il quitter le FC Barcelone dès cet été? C'est une question qui divise les supporters et même les observateurs du club. D'un côté, on sait que c'est un pur produit de la Masia, un joueur qui était vu comme le successeur naturel de Lionel Messi il y a quelques années. De l'autre, il enchaîne les blessures et il n'a pas réussi à s'imposer ni sous Xavi, ni aujourd'hui avec Flick. Alors, que faire avec lui? C'est une question compliquée parce que Ansu Fati représente tellement de choses pour le Barça. Il a explosé très jeune, on se souvient tous de ses débuts impressionnants, mais malheureusement, depuis ses blessures à répétition, il n'a jamais retrouvé son niveau, quoi. Je pense que la grande question c'est, est-ce qu'il peut redevenir ce qu'il était, ou est-ce qu'il doit chercher un nouveau départ ailleurs? Justement, parlons de son parcours. En 2019, il fait ses débuts avec le Barça à seulement 16 ans. Il marque des buts incroyables. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club en Liga et en Ligue des Champions. Ensuite, il récupère même le numéro 10 après le départ de Messi, ce qui est un énorme signe de confiance de la part du club. Mais après sa blessure au genou en 2020, rien ne va plus. Il a été opéré plusieurs fois et à chaque fois qu'il revient, il semble avoir perdu ce petit plus qui faisait sa force. Oui. Et c'est ça le problème. Ansu Fati, c'était un joueur explosif, très rapide, capable de faire la différence en 1 contre 1. Aujourd'hui, on le sent plus hésitant, moins tranchant dans ses prises de décision. Et forcément, au Barça, un club qui a besoin de résultats immédiats, on n'a pas le temps d'attendre éternellement qu'un joueur retrouve son niveau. D'ailleurs, cette saison à Brighton où il était prêté, ça ne s'est pas vraiment bien passé. Il a eu du mal à s'imposer et il a encore eu des problèmes physiques. Justement, son prêt à Brighton devait être une opportunité pour lui de se relancer, d'avoir du temps de jeu et de retrouver son rythme. Mais au final, il a joué très peu, il a encore été blessé et il n'a pas réussi à convaincre. Maintenant qu'il revient au Barça, qu'est-ce qu'on fait avec lui? La première option, c'est de lui donner encore une chance au Barça, de le garder dans l'effectif et de voir s'il peut s'intégrer dans le système de Hansi Flick. Mais honnêtement, je pense que le club n'est plus dans cette optique-là. Ils veulent reconstruire une équipe solide et Ansu Fati n'a plus le même statut qu'avant. Il risque de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu, surtout avec des joueurs comme Lamine Yamal ou Rafinha qui ont pris plus d'importance dans l'équipe. Et puis il y a aussi l'aspect financier. On sait que le Barça est toujours dans une situation économique compliquée. Si un club met 30 ou 40 millions sur la table pour Ansu Fati, est-ce que ce ne serait pas une bonne opportunité pour le vendre et réinvestir ailleurs? Complètement, le Barça a besoin d'argent et Ansu Fati représente une valeur marchande intéressante malgré ses blessures. Si un club de première ligue, par exemple, est prêt à faire une belle offre, ça pourrait être une bonne solution pour tout le monde. Lui, il aurait un nouveau départ dans un championnat où il pourrait s'exprimer différemment et le Barça récupérerait des fonds pour renforcer l'équipe. Très bon conseil. Merci pour cet échange passionnant. On a abordé 2 gros sujets aujourd'hui et je pense que nos auditeurs auront beaucoup de choses à dire aussi. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pensez-vous que la Liga est contre le Barça? Et selon vous, Ansu Fati doit-il quitter le club cet été? On attend vos réactions. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion foot. Alors décidément, cette séance ces 8e de finale, ces matchs à élimination directe se terminent tous au tir au but. Là, on est dans une séance de tir au but là entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. C'est Mbappé qui va s'avancer. Non, c'est Vasquez, il a raté. Sorti. Yann Oblak. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Séance de tir au but. On sait ce qui s'est passé avec Liverpool tout à l'heure. Liverpool a été éliminé par le Paris Saint-Germain à la séance de tir au but. On sait ce qui s'est passé parce que là, ça fait peur. Est-ce que le Real va sortir? Est-ce que le Real va sortir? Llorente se lance. Est-ce que le Real Madrid va sortir? Est-ce que le Real va sortir? Oh, Llorente est sous la barre. L'a trop soulevé en fait. Il voulait trop assurer. Rudiger, le dernier tireur. Si Rudiger marque, c'est fini. Si Rudiger marque, c'est fini. Rudiger à la balle de match. Qu'est-ce qui va se passer avec Rudiger? À la balle de match. Rudiger à la balle de match. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec Rudiger?
Qu'est-ce qui va se passer avec Rudiger? Rudiger. Entre autres pour Nabil Djellit, le seul vainqueur de cette confrontation, le seul vainqueur de ce derby, c'est n'est autre que le FC Barcelone. Alors pourquoi est-ce que Nabil Djellit fait cette affirmation? Bon, les raisons, elles sont simples. Hein. Les raisons, elles sont simples. C'est que c'est un derby avant tout. Le match est terminé par un score nul, étriqué, un but partout. Voilà, ce qui permet donc au Barça de réduire l'écart, donc les leaders. Voilà, donc du coup, le Barça a un match contre Séville le lendemain. Donc du coup, le Barça est le grand vainqueur parce que c'est l'occasion de revenir à 2 points du Real Madrid. Donc il y a cette raison-là. Également, l'impact sur le classement. Voilà, un match nul entre l'Atlético et le Barça, ça donne l'opportunité de se rapprocher des premières places, comme je disais tantôt. C'est du pain béni pour le Barça. Donc maintenant, il faut que le Barça le fasse parce que Séville également n'est pas un petit club. Donc le Barça, en remportant ce match, va se mettre en bonne posture pour pouvoir récupérer le trône de la Liga, pourquoi pas. Voilà. Et puis il y a Diego Simeone également qui a encensé le Barça, considérant le Barça comme la meilleure équipe. Voilà, ce qui souligne la confiance que les autres équipes ont dans les capacités du Barça. Donc beaucoup d'équipes de la Liga respectent le Barça. Cette année, le Barça a un statut un peu différent. Même s'ils ont fait pas mal d'années sans atteindre les demi-finales des champions, le Barça cette année a un statut différent. Le Barça est en confiance, le Barça respire la confiance, le Barça met les gens en confiance. Beaucoup de gens les voient même comme potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. Donc, ça passe également par cette lutte au championnat, parce que c'est par là aussi qu'on voit les performances actuelles, les dernières performances, les mises à jour. Donc, c'est par là qu'on saura si ce Barça-là peut avoir les épaules pour aller jusqu'au bout, parce qu'on peut avoir de belles performances, mais ne pas pouvoir arriver au bout du championnat ou au bout de la saison. C'est pas facile, c'est jamais facile. Et vous, que pensez-vous de ce résultat étriqué entre l'Atlético et le Real? C'était la 23e journée de la Liga. C'était un derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, bien sûr. 2 styles de jeu complètement opposés. Et le Real, son club de superstars, de galactiques. Et bien sûr l'Atlético, la Grinta, l'équipe qui ne lâche rien, l'équipe teigneuse, avec un coach argentin qui est toujours là depuis très longtemps. Il s'appelle Simeone. Donc l'enjeu a pris le pas sur le jeu parce que ça restait crispé, un but partout entre les deux formations. Donc, alors que l'Atlético avait ouvert le score, Mbappé est revenu à la marque grâce à un centre de Rodrigo et puis une tête déviée par Jude Bellingham. Le Real a franchement dominé la seconde période, mais ce n'était pas suffisant pour marquer un deuxième but et obtenir cette victoire. Sinon, le Real reste en tête. Il reste en tête du championnat avec 50 points, 5 points d'avance sur le Barça et 1 point sur l'Atlético. Donc c'est pas mal déjà pour un début entre le... C'est pas mal pour ce classement. Mais le championnat est encore long. On s'achemine vers une course à 3 pour le titre. Alors on s'achemine vraiment vers une course à 3. Ah, il faut qu'on sait que c'est on s'achemine vers une course à 3 pour le titre. Donc on espère que le Real Madrid va retrouver ses chapeaux de roue et redevenir ce rouleau compresseur qu'il était il y a quelques temps encore. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le Barça qui devient le Real. Beaucoup de sourires du côté des Barcelonais. Ils sont très très contents de ce score mitigé, de ce score à égalité entre l'Atlético et le Real Madrid. Ils sont très très contents les Barcelonais. Mais les Madrilènes, bon, 1 point quand même, c'est mieux que rien parce que les débâcles qu'on a subis ces temps-ci, 1 point c'est pas rien, on est bien positionné quand même en championnat. Alors, le Real Madrid vient de se qualifier face à l'Atlético. Ça se passe toujours comme ça. On va dire que les matchs sont toujours âprement disputés. Mais à la fin, le Real finit toujours par se qualifier. Que ce soit dans les prolongations, dans les tirs au but. On se souvient de l'époque de Cristiano Ronaldo. Ça se passait toujours de la même façon. Ça se terminait toujours comme ça. Voilà, le Real finissait toujours par passer. Et comme l'année dernière face à City, c'est bien sûr qui? C'est qui? Comme face à City, c'est Rudiger, Antonio Rudiger qui vient qualifié le Real Madrid. Incroyable, incroyable. C'est très très disputé. Je pense que le nouveau format de la Champions League amène plus de compétitivité. Ça crée du désordre, ça crée un chamboulement, mais au finish, ça crée plus de compétitivité.
il y a du désordre, il y a du chamboulement, mais à la fin, il y a de la compétitivité. Il y a des grosses affiches très tôt. C'est vrai que c'est des affiches comme on aurait pu avoir en finale, hein, comme celle de Liverpool PSG. Mais ça met de la langue, du piment. Dès les huitièmes, on sent que ça va être chaud jusqu'à la fin, quoi. Et n'importe quel gros, n'importe quel mastodonte, n'importe quel géant peut tomber. On sent que n'importe qui peut tomber. Personne n'a sa place à suivre au soleil. N'importe qui peut tomber, peut chuter. Donc chacun a intérêt vraiment à bien se tenir. Parce que là, le Real a eu chaud. Le Real a eu chaud face à l'Atlético, il faut le dire. Le Real Madrid a vraiment eu chaud. Mais comme pour finir, le Real a 9 vies. Le Real est qualifié. Bravo à cette équipe du Real Madrid qui réussit toujours à se relever, à survivre. La Maison Blanche, voilà, en route pour conquérir peut-être une 15e Ligue des Champions avec son coach Ancelotti, le coach des stars. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une réaction à chaud comme ça, juste après le match Real Madrid-Atlético Madrid. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. On va développer tout. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.